Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Journée sous tension à Bruxelles où des milliers d'agriculteurs ont convergé vers la capitale européenne. Des professionnels remontés contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusés de mettre en danger de nombreuses filières et notamment bovines. Les 27 doivent se prononcer sur le texte qu'Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission, voudrait pouvoir entériner ce week-end au Brésil. La France est contre et pense pouvoir suspendre le processus dans sa dernière ligne droite. Autre question à la une aujourd'hui à Bruxelles. Que faire des avoirs russes gelés? Faut-il les utiliser pour aider l'Ukraine à se financer, elle qui risque de se retrouver à court d'argent dès 2026? La Belgique y est opposée. Et puis Noël avant l'heure pour les joueurs du PSG. Ils remportent la première coupe intercontinentale du football français après une victoire face aux Brésiliens du Flamengo. Dernier acte d'une année 2025, proche de la perfection, comme dit la chanson, après tant d'années de galères et de combats. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, pour le dernier numéro de l'année, avant la trêve hivernale, nous avions, avec l'équipe de Parlons-en, envie de vous proposer une émission spéciale un peu différente de notre programmation habituelle. Nous avons fait un choix ambitieux et pour le moins compliqué, vous raconter ce qui nous attend de bien pour 2026. Après une année 2025 marquée par une actualité assez sombre. Vous le savez, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous allez voir et entendre qu'il y a quand même de ci de là, dans notre monde, de quoi se réjouir. Au moins un peu. Je crois, à titre personnel, et cette émission porte bien son nom, que tant qu'on continuera à se parler, que le fil qui nous lie n'est pas rompu, il y a des raisons de ne pas tout à fait désespérer. C'est Parlons-en aujourd'hui avec les chroniqueurs de France 24 qui nous font l'amitié de participer à cette émission. Mélina Huette, Audrey Racine, Christophe Dansette et Flore Simon. Nous serons rejoints tout à l'heure par Sylvain Rousseau, Benoît Perrochet et Samy Vicente Lacerda. Bonjour les amis, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Grande joie de finir cette année avec vous tous. C'est pas si souvent qu'on se retrouve ensemble sur ce grand plateau et j'en suis très contente. Mélina Huette. Bonjour Mélina. Bonjour Pauline. Chroniqueuse internationale et grand reporter. C'est à vous d'une certaine façon que j'ai confié la tâche la plus compliquée de cette émission. Lancer le bal, non seulement lancer le bal, mais aussi parce que quand on connaît l'état du monde comme vous, il n'est pas aisé de trouver quelque chose de positif à se mettre sous la dent pour l'année à venir, mais je sais que vous êtes tenace et coriace, Mélina, et que vous avez quand même des choses à nous partager. Oui, alors d'ailleurs, à ce titre, je tiens à vous dire que les titres n'étaient pas très fun, non, si je puis me permettre. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est le moment de révéler à nos téléspectateurs et téléspectatrices les coulisses de la préparation d'une télémission. Alors, Pauline, au téléphone, il y a une semaine. Oui, allô Mélina? Alors ça, pour la Gen Z, c'est un téléphone. Hein. Donc, j'ai appris que la Gen Z faisait comme ça pour parler des téléphones ou comme ça. Non, et moi, c'est encore comme ça. C'est un téléphone, voilà. Pauline, c'est Pauline. J'imite très mal. Hein. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu feras partie d'une spéciale sur 2026, les choses dont on peut se réjouir. Alors, on rappelle que moi, ma casquette, en tout cas dans ce fauteuil, c'est chroniqueuse internationale. Alors, ça aurait été plus facile de me demander de gravir l'Everest en tongs et en maillot de bain par moins 20 degrés que de trouver des choses positives au niveau international et ou géopolitique pour 2026. Ça aurait été plus facile, oui, de gravir l'Everest alors même que j'ai le cardio d'un chihuahua asthmatique. Mais vous n'avez pas l'endurance d'un chihuahua asiatique. Alors, ça n'est pas un chihuahua asiatique, je n'ai pas l'endurance de ce chien. Donc, mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas le garder parce que en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quand même un chien adorable. Donc, mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas le garder parce que en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quand même un chien adorable. Ah, c'est quand même un chien adorable. En fait, cette vidéo a fait le tour du monde. Hein. Absolument. Ouais. Vidéo virale qui nous fait plaisir parce que l'actualité internationale est quand même assez compliquée. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Jacques, c'est maintenant fait. Bref, je m'égare. Donc hier, j'étais un peu comme ça, devant mon ordinateur, il faut le dire, et j'y arrivais pas. Et là, je me suis dit, idée formidable. On va parler des choses positives qui se sont passées. Voilà, ça, c'est moi hier devant mon ordinateur, avec ma tasse de café. Je me suis dit, on va faire les choses positives de 2025. Ça va être super. Par exemple, toutes les guerres qui se sont définitivement arrêtées grâce aux détenteurs du premier et unique prix de la paix de la FIFA.
Donc non, donc je suis restée comme ceci devant une page blanche pendant des heures. Et puis après, c'était 4h du matin et c'était l'heure de venir à la rédac. Alors... Mais vous avez quand même trouvé, Mélina. Oui, Pauline, alors ça va paraître peut-être un tout petit peu anecdotique ce que je vais vous dire, mais ça ne l'est pas. On l'a appris hier, la Grande-Bretagne va rejoindre à nouveau le programme Erasmus+. Alors je triche un petit peu parce que c'est pas l'année prochaine, ce sera en 2027. Ils avaient quitté, souvenez-vous, ce programme au moment du Brexit. Moi, je prends un peu d'avance au cas où l'année 2026 c'est pas ouf. Ouais, en quoi c'est une bonne nouvelle ? Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que quand hier je l'ai mentionné au rédacteur en chef de la matinale, Baptiste nous regarde, il doit être en train de dormir, mais Baptiste qu'on salue, il m'a dit oula d'accord, l'Erasmus, ok, donc il m'a fait une blague sur le retour des soirées arrosées, pour pas dire les beuveries finalement d'Erasmus qu'on connaît toutes et tous à cette table. Je ne veux donner de nom évidemment de personne. Alors, l'alcool étant à consommer avec modération évidemment. Et c'est exactement ce que j'allais dire, voilà. Au-delà de cet aspect effectivement fédérateur, et je parle des soirées et non pas de l'alcool qui est à consommer avec grande modération, vous l'avez rappelé, c'est une décision qui est porteuse d'espoir à plusieurs niveaux. Déjà, pour les jeunes Européens, c'est la renaissance d'un espace de mobilité, de rencontres. Les étudiants européens pourront à nouveau étudier à Oxford ou Cambridge, des universités prestigieuses sans avoir à débourser des prix fous. Et les Britanniques accéderont aux universités européennes sans les coûts, là aussi, prohibitifs, parfois imposés aux étudiants internationaux. Plus de 100 000 personnes au Royaume-Uni pourraient en bénéficier dès la première année. Et puis au-delà, c'est surtout une question, vous en parliez un peu en introduction, d'ouverture culturelle, linguistique, perfectionner d'autres langues que la sienne en immersion, tisser des amitiés durables, par-delà les frontières, communiquer. C'est-à-dire qu'à l'heure du repli identitaire, et on le sait sur ce plateau, on en parle beaucoup, des nationalismes renaissants, de la tentation du chacun chez soi, Erasmus incarne un projet résolument humaniste, celui de la rencontre, du dépassement des préjugés, de la découverte de l'autre, non comme une menace, mais comme une richesse. Bref, construire des ponts là où le Brexit avait érigé des de conseillers en développement personnel. Et continuer à se parler au-delà de l'Europe, Mélina ? Absolument. Alors ça va paraître fou d'en arriver là, mais déjà nous sommes en vie. Est-ce qu'on peut s'applaudir d'être en vie ? Alors quand je dis nous, c'est pas seulement les individus sur ce plateau, mais aussi de France 24. Nous avons la chance de faire partie d'un audiovisuel, France Média Monde, qui offre une mission de service public à l'international depuis 2006. Petit souvenir ? Bonjour Pauline. Bonjour. À la une des quotidiens nationaux, un mot revient beaucoup ce matin, c'est sécurité. Et oui, la sécurité qui fait la une du Figaro, la droite à l'offensive, la gauche s'indigne. Oh la vache. Voilà, c'est raide, Pauline. c'est raide. Alors ça, c'était en 2010, parce qu'elle a commencé en 2007, donc il y a 18 ans. Donc l'année prochaine... non, elle a commencé en 2007, Pauline. Donc l'année prochaine, on fêtera donc les 20 ans de France 24. Happy birthday. Ouais, mais on va vous reprocher de prêcher pour votre paroisse. Ah non, parce qu'attendez, pas tout de suite. Nous, ça fait 20 ans. Mais... RFI, qui partage nos locaux. On voit pas la boîte. Tournez un peu la boîte, attendez, on la voit pas. J'arrive. Ah oui, mince. Non, on n'aura pas le temps d'allumer toutes les bougies. C'est pas très grave. Donc, RFI, qui partage nos locaux, informe des millions de gens depuis 1975. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des stations de radio internationales les plus écoutées au monde existe depuis un demi-siècle donc. Et également Monte Carlo Doualia, depuis 1972. Et on les salue, les copains de Monte Carlo Doualia. C'est là que vous me dites qu'on va me reprocher... de prêcher pour votre paroisse, Mélina. Absolument, ouais. Pauline, mais pas seulement, car non, à l'heure de la désinformation permanente, des ingérences étrangères multiples, des deepfakes, l'information de qualité, oui, j'ose le dire, l'information de qualité est devenue un luxe dans le monde, à l'heure où ce genre de vidéos se multiplie. Vous l'avez peut-être vu hier. Vous qui nous regardez sur votre télé, votre ordinateur ou votre smartphone, cette vidéo d'un faux coup d'État généré entièrement par l'IA. Alors on ne fait pas ça à France 24. Notre voix porte loin dans 4 langues et traverse les frontières, ce qui nous oblige ici. Un média public indépendant, ce n'est pas un média d'État. Un média public audiovisuel obéit à une mission de service public, informer avec rigueur, éclairer les débats, donner la parole aux différentes perspectives, vérifier les faits. France 24, comme d'autres, a la chance d'être un espace de liberté dans un monde où l'information est devenue un champ de bataille. Quand nous faisons des reportages critiques à l'égard du gouvernement ou de l'État, nous n'allons pas en prison, nous ne perdons pas notre travail. Et je conclurai là-dessus. Dans les régimes autoritaires, faut-il le rappeler, dans les zones de conflit, pour les populations privées d'informations libres, ces médias dont nous faisons partie sont une fenêtre ouverte sur le monde. Ils sont essentiels à la santé de nos démocraties, à la circulation d'une information de qualité, vérifiée, contextualisée. Donc défendre ces médias publics, c'est défendre notre droit à comprendre le monde dans toute sa complexité. Et ça se célèbre, je
pense. Merci donc à vous de nous lire, de nous regarder et de nous écouter. Et votre confiance nous oblige et nous honore. Merci beaucoup, Mélina. Bougie soufflée. Bougie. Merci, Mélina. Christophe Dansette du service éco, Christophe. Des Bonjour, souvenirs oui. d'Erasmus, Christophe? Ah bah bien sûr, j'étais en Allemagne, à Berlin notamment. Une belle année, quoi. Une belle année. Qu'est-ce qui vous enthousiasme, vous, pour l'année 2026? Alors, Mélina en a parlé en mal, mais c'est l'IA. Hein. On va quitter on va commencer 2026 comme on a quitté comme on a commencé 2025, c'est-à-dire avec l'IA. On avait ce sommet début 2025, en janvier 2025, sommet de l'IA au Grand Palais à Paris, avec des chefs d'État, des patrons de la tech, des chercheurs en tout genre. Et c'était le top départ symbolique de l'année de l'IA. Et bien, un an plus tard, on peut dire que c'était pas simplement du marketing. En bourse, toutes les valeurs d'IA se sont envolées. Je pense notamment à Nvidia, le fabricant de puces, qui est devenu l'entreprise même la plus valorisée au monde devant Apple. Son cours de bourse s'est envolé de plus de 40%. Là, il y avait quand même des bonnes nouvelles pour ceux qui avaient investi. De plus de 1200% en 3 ans. Hein. Et depuis, il y a certains qui nous disent eh bien, c'est une bulle et elle va éclater. Ouais, mais elle n'a pas éclaté, la bulle. Et je ne dis pas qu'elle n'éclatera pas en 2026, mais on fait une chronique sur les bonnes nouvelles. Oui, s'il vous plaît. Ce sera le vrai test. Et on voit que cette fois, la spéculation repose quand même sur une réalité très simple. C'est que les entreprises, toutes les entreprises, et même on commence à l'utiliser ici, utilisent l'IA dans la finance, l'industrie, la santé, le marketing, les ressources humaines. Et vous allez tous être amenés à utiliser de plus en plus. 2026 pourrait marquer un moment clé. Hein. D'abord, l'introduction en bourse d'OpenAI, vous savez, la maison mère de ChatGPT, qui est utilisée par des centaines de millions de personnes tous les jours, mais qui ne gagne toujours pas d'argent. C'est tout le paradoxe de l'IA aujourd'hui. Tout le monde l'utilise, tout le monde en parle, mais le modèle économique, il reste assez fragile. 2026 sera donc comme une sorte de grand test. Audrey Racine, si vous croyez que je ne vous vois pas en train de penser au coût écologique de l'intelligence artificielle, car je vous connais. Déjà fait. Mais on avait dit qu'on parlait que des bonnes nouvelles. On n'a dit pas aujourd'hui, ça n'enlève rien, évidemment, au coût écologique de l'intelligence artificielle. Des pépites à surveiller pour l'an prochain, Christophe? Oui, alors d'abord, je ne parlais pas de toutes les pépites, il y en a beaucoup, et ça, c'est des bonnes nouvelles quand même, mais je vais rester sur le secteur français qui a une carte à jouer, hein, la mission French Tech, et je salue Julie Huguet et son équipe, la BPI France aussi, ils font tout pour faire avancer les choses. On a un écosystème qui est riche, hein, près de 2000 startups, vous le voyez. On a des chercheurs qui sont pour beaucoup passés par les États-Unis. On a des fondateurs d'entreprises et on a certaines qui sont prometteuses. Je vais vous en donner 5 peut-être. La première, évidemment, c'est Mistral. On en parle tout le temps. Le ChatGPT français avec le chat, ce petit moteur ce petit chatbot, hein, fondé entre autres par Arthur Mensch. 2026 dira si Mistral peut passer du statut de star à celui de star durable même. J'en dirais une autre, H Company, retenez son nom, c'est une des plus intrigantes, qui va aller beaucoup plus loin que ChatGPT, créer une IA qui anticipe, qui raisonne et qui agit même avant qu'on formule la question. Un genre de Minority Report, quoi. Et on y est en plein dedans, et c'est plus un assistant, c'est vraiment un agent intelligent. C'est hallucinant, et donc à surveiller vraiment de près cette start-up. Ensuite, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Owkin, l'IA au service de la lutte contre certaines formes de cancer encore incurables, contre la maladie d'Alzheimer, peut-être aussi. Owkin a lancé un copilote, là aussi, ces derniers mois, pour ses chercheurs. Elle utilise l'intelligence artificielle pour aider à découvrir de nouveaux médicaments pour les maladies qu'on n'arrive pas à traiter aujourd'hui, accélérer aussi la recherche médicale. C'est un exemple parfait de l'IA utile, concrète, vitale, une bonne nouvelle. Moins connue peut-être que ces 3 premières, mais toujours dans le domaine des sciences. Sport Bio, cofondé par un jeune franco-marocain qui est passé par Nestlé, qui est né à Casablanca. Il a moins de 30 ans et il ambitionne de révolutionner les analyses biologiques pour aider l'industrie agroalimentaire, les pharmaciens aussi à contrôler les produits. Il y a une machine, vous mettez un petit yaourt, une petite cuillère de yaourt dedans et en une fraction de seconde, vous savez s'il y a des infections. Ça évite des maladies pour les clients et ça évite aussi pour les entreprises des rappels pour contamination qui peuvent coûter très cher. Et puis une dernière dans le domaine de la formation. Dans la formation, eh bien, elle s'appelle Concorde AI. Elle n'est pas connue encore, mais là aussi, on retient son nom. C'est fondé par des anciens du secteur du jeu vidéo. Elle révolutionne la formation en entreprise, des salariés qui sont formés par des agents IA.
Ça peut faire peur, mais banque, assurance notamment commence à être intéressée. Et puis vous aviez un conseil lecture, conseil peut-être cadeau de dernière minute, Christophe. Et voilà, on est 7 chroniqueurs, mais on ne va pas en oublier un, c'est Guillaume Gralet qui fait partie de l'équipe aussi et qui a écrit ce livre qui est passionnant, Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. Il nous raconte toutes ces rencontres avec les fondateurs. Ça va de Steve Jobs qu'il a essayé de rencontrer et il a frappé à sa porte, il n'a pas pu l'interviewer. Mais c'est quand même c'est Mark Zuckerberg, c'est Yuval Harari qui est un philosophe très connu. Bref, tout ça c'est passionnant et je vous conseille vraiment sa lecture. Guillaume Gralet, qui peut-être vous l'inviterez pour raconter son livre, il en parle très très bien. Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, Guillaume Gralet. Il présente Tech 24 ici à France 24. Bien sûr. Il le fait très bien. On vous embrasse, Guillaume, si vous nous regardez ce matin. Merci beaucoup, Christophe. Lia, vous travaillez avec Lia, très peu. C'est générationnel. Attends, on a fait une formation ensemble. Ah ben voilà, vous avez fait la formation c'est vrai. avec Christophe Rochette. Je me souviens. Maintenant, il faut mettre, déjà oublié. Il faut mettre en application. Audrey Racine, bonjour Audrey. Un peu comme Mélina tout à l'heure, exercice très compliqué que celui de garder espoir quand on parle environnement. Mais vous savez que je suis une femme qui aime les défis. Et vous aussi, vous avez eu quand même quelques raisons de vous réjouir récemment. Et d'abord, le résultat de la COP CITES, c'est la COP qui détermine les espèces menacées ? Oui, j'ai sauté sur la bonne nouvelle, parce que c'est effectivement pas tous les matins. Cette COP, elle a lieu que tous les 3 ans et elle détermine les espèces qui vont être protégées à l'avenir. C'est pour ça que c'est pour 2026 une bonne nouvelle, parce que à Samarcande cette année, eh bien, les pays ont décidé de protéger 70 espèces de requins et de raies. C'était la COP CITES de la biodiversité marine sous l'impulsion de l'Union européenne. Alors certaines sont désormais totalement interdites de commerce, donc interdiction de couper les ailerons de plus de 70 requins et de raies. Le requin océanique, par exemple, dont les populations avaient fortement décliné en raison du commerce de ces ailerons qui, malheureusement pour lui, sont extrêmement longs. Plus connu, le requin baleine est désormais totalement protégé. Moi, j'étais très étonnée qu'il ne le soit pas encore, mais voilà, ça prend du temps. Les raies manta et mobula également. Et il y avait urgence, parce qu'un tiers des espèces de requins et de raies sont menacées d'extinction. Le Fonds international pour la protection des animaux a parlé d'une victoire éclatante à cette COP. Et puis pour les animaux terrestres, à noter la création d'un mécanisme de protection des grands singes. Une équipe placée sous l'autorité de la CITES va surveiller les exportations de ces primates. Les Émirats arabes unis, qui sont une plateforme de commerce des grands singes, seront sous étroite surveillance. Et bien, Jane Goodall, qui est disparue récemment et qui avait dédié sa vie aux chimpanzés, elle serait très heureuse de cette décision sans doute. Et c'est efficace, cette protection ? Plutôt oui, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, ça c'est le vrai nom de l'acronyme CITES, a été signée en 1973 à Washington et est entrée en vigueur 2 ans plus tard. On célèbre donc ses 50 ans d'existence et à ce jour, elle protège 6610 espèces animales, 34 310 espèces végétales. C'est important, les espèces végétales, parce qu'elles servent d'abri ou de nourriture aux espèces animales, entre autres. Cette mise sous protection, elle a permis à plusieurs reprises de sauver des espèces de l'extinction. Parce que la protection des espèces, ça marche réellement. Au niveau français, on a eu le rapport du WWF le 9 décembre dernier qui concluait que les populations d'espèces protégées dans l'Hexagone avaient augmenté de 120% depuis 1990. C'est le cas des flamants roses de Camargue, par exemple. La prédation humaine, le commerce des espèces sauvages n'est pas la seule menace, évidemment, qui pèse sur la biodiversité. Il y a le réchauffement climatique, les diverses pollutions, etc. Mais ce commerce, même s'il représente des milliards de dollars par an, ça reste la menace sur laquelle on peut agir le plus vite, le plus efficacement, et de voir des espèces se remettre, la nature être résiliente, eh bien, évidemment, c'est toujours un motif d'espoir et on en a besoin de cet espoir. Un dernier mot quand même, pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un sondage qui annonce que l'éco-anxiété progresse dans nos sociétés, eh bien, tout le monde s'attriste de ce constat. Ben moi, je m'en réjouis. Ah bon ? Oui, c'est contre-intuitif. Parce que ça veut dire que de plus en plus de gens s'éveillent aux problèmes actuels. Et cette prise de conscience, pour moi, elle n'est que le début
du changement. Et cette angoisse, elle prouve tout simplement notre attachement au vivant. Voilà, de tous déprimés à tous écolo-actifs. Merci beaucoup Audrey que vous êtes, bien sûr, Christophe. Moi j'ai une suggestion, parce que ça s'appelle toutes les COP. Est-ce qu'on pourrait pas changer de nom en 2026 parce qu'on n'y comprend plus rien. La COP, La COP, 15, ça la veut COP dire 26, conférence la COP... des partis, il faudrait peut-être le rappeler. Est-ce qu'on pourrait pas rendre peut-être effectivement cet acronyme un peu plus, cherche le mot, vendeur. Merci beaucoup Audrey. Vous avez vécu une année à titre personnel extrêmement riche, et ça c'est une raison de se réjouir Audrey, et je vous souhaite le meilleur avec les vôtres. Voilà, j'embrasse ma fille. Pour 2026. Flore Simon. Oui, Pauline, c'est Ça moi. va, Flore ? Ça va et vous ? Chronique politique. Bon, Pareil. là encore, Pareil. la tâche était rude. Non, mais j'ai conscience de vous avoir demandé beaucoup de choses. Trouver dans la situation politique que vit la France notamment, et c'est ce que vous faites sur l'antenne de France 24 avec l'équipe du service politique. On salue Roselyne Fèvre au passage. C'est compliqué. Et d'autant plus, c'est un exercice compliqué, car il ne s'agit pas ici, bien sûr, de qualifier de bien ou de mal une décision politique qui pourrait nous qualifier de partisans. Mais il y a quand même des choses qui sortent du lot. Et notamment, il y a quelques jours, Flore, une proposition de loi adoptée à l'unanimité, je crois. À l'unanimité, et c'est assez rare pour être noté, sur la situation des enfants placés, pour la plus grande joie, bien sûr, des défenseurs de ces enfants. Exactement, Pauline. Donc, c'est une loi qui a été votée en 2025, mais qui, on l'espère, aura des répercussions sur 2026. C'était le 11 décembre dernier, proposition de loi pour permettre à chaque enfant placé dans un foyer ou dans une famille d'accueil ou suivi par les services sociaux d'avoir droit à un avocat. Vous le disiez, mesure adoptée à l'unanimité, 269 voix pour, 0 contre, ce qui est rarissime en ce moment à l'Assemblée nationale. Un résultat qui a suscité beaucoup d'émotions par la députée qui portait ce texte. Elle s'appelle Aïda Hadizadeh et on va peut-être voir ces images. Elle serre dans les bras le militant des droits des enfants, Lies Loufoque. On voit qu'il y a vraiment une émotion autour de ce vote. C'est une avancée majeure pour ces enfants régulièrement victimes du dysfonctionnement documenté de l'aide sociale à l'enfance, de violences tues et cachées. Avoir un avocat pour chaque enfant placé, ce serait évidemment une voix pour l'enfant, un recours et évidemment une protection. Et je vous propose d'écouter cette députée qui, c'était avant le vote, donc à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Pour un enfant, un avocat, c'est la sentinelle. C'est celui qui vérifie, qui questionne, qui alerte, qui rend audible ceux qui, sans lui, resteraient étouffés. Celui qui sait parler quand l'enfant se tait et le défendre quand tout vacille. Et c'est cela que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons mettre pour chaque enfant placé la main de la justice sur son épaule et le regard de la République à ses côtés. Voilà, et elle ajoute, l'avocat, c'est la veilleuse que l'enfant allume le soir quand il a peur du noir. Il peut l'appeler, il peut se rassurer. Bref, 380 000 jeunes aujourd'hui sont sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Alors le texte doit encore passer au Sénat, mais il est évident qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les services sociaux doivent se saisir de ce sujet des enfants placés. En tout cas, les militants des droits de l'enfant estiment que ce vote de la semaine dernière est une immense victoire. Une victoire pour les enfants. Je vous salue Sylvain Rousseau, vous nous avez rejoint. Vous avez fait une caméléon, col roulé de la même couleur que le plateau, et ça, j'apprécie. C'est important d'être assorti à la c'est charte graphique de important France 24. quand Flore Simon a mis le pull de saison avec les flocons. Flore, en 2026, et ça va beaucoup nous occuper jusqu'au printemps, les élections municipales. Pas forcément un sujet de réjouissance. En revanche, il y a quelque chose qui est très clair ici en France, c'est que les maires, dans un moment de défiance très forte vis-à-vis des politiques, les maires restent la figure préférée des Français. Oui, tout à fait. Alors, les municipales, en plus, c'est une élection au plus près du quotidien qui rassemble les Français. Et les maires, en effet, Pauline, font figure d'exception. Quelques chiffres. Une enquête du Cevipof qui a donc été faite en début d'année montre que 72% des Français font confiance à leur maire. On chute à 33% du côté des députés. Puis alors, pour ce qui est des partis politiques, on est à 26% de confiance. Donc, vous voyez que les maires, c'est le gratin de la politique ici en France. Alors, pourquoi cette affection ? Il y a un sentiment de proximité, une capacité d'écoute et une connaissance des réalités du terrain, bien sûr. Bref, le maire, c'est donc un peu l'ami, l'oreille, celui qui a la capacité de comprendre et peut-être même de changer les choses, ce qui n'est pas le sentiment général sur la politique nationale. Donc,
Entre les édiles et les Français, c'est une relation qui dure. D'ailleurs, 60% des maires comptent se représenter en 2026. Et à l'inverse de la politique nationale, les Français n'ont pas coupé le cordon avec leur maire. MAIRE, vous l'aurez compris. Et on parlait des maires MERE tout à l'heure avec notre invité. Compliqué aussi de couper le cordon. Et puis à propos de maires MAIRES, il y a des communes en cette fin d'année, Flore, qui vous ont donné le sourire. Oui, alors 2 exemples qui nous font sourire. Voilà. Pour contrer la morosité ambiante, le maire d'Andrézieux-Boutéon, commune de la Loire, a signé un arrêté anti-morosité pour les fêtes de fin d'année. On va voir cet arrêté qui est même la feuille est gaie, est joyeuse. Concrètement, si vous étiez andrésien boutéonnaise, Pauline, vous seriez invité à arborer un sourire radieux, une attitude positive en toutes circonstances. C'est déjà le cas, vous pourriez traverser la commune aisément. Pour avoir l'air local. Vous seriez aussi encouragé à souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à chaque personne que vous croiseriez. Cet arrêté court jusqu'au 2 janvier, donc on est sur 2026 encore. Je vois qu'il y a une ligne sur les c'est passé trop vite, mais sur les chutes de neige. Ah oui, s'il n'y a pas de chute de neige, les élus et les administrés chantent devant la mairie, on imagine, pour faire tomber la neige. C'est génial. Et puis sachez qu'un mois, c'est un mois où le port du pull moche est également autorisé sans que ce soit critiqué. Voilà. Premier exemple. Génial. Deuxième exemple, dans la Somme cette fois. C'était où, pardon, cette commune Alors, Andrézieux-Boutéon, commune de la Loire. On les salue, Voilà. les salue. Et oui, autre exemple. Alors dans la Somme cette fois, non seulement on cultive la patate, mais en plus on a la patate. Le maire a 93 ans. Et figurez-vous qu'il est élu depuis 54 ans. Il a été élu pour la première fois en 1971. Le voici, c'est Guy Delattre. C'est le plus vieil édile du pays. Et figurez-vous qu'il prévoit de se présenter pour un 10e mandat. Mais je crois qu'il n'a pas de... S'il a la santé. Il n'a pas de concurrent, je crois. Ah oui, il n'est pas sûr de se présenter, il verra dans quelle forme il est. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour Guy Delattre, c'est sûr que l'âge de départ à la retraite, c'est loin de ses préoccupations, parce que figurez-vous que s'il se représente en 2026, qu'il est réélu, son mandat se terminera alors qu'il aura quel âge ? 100 ans. Mais où trouve-t-il cette énergie ? Elle est bonne. J'ai la ref. Flore, ça prendrait beaucoup trop longtemps d'expliquer à ceux qui n'ont pas la ref. Je vous invite à consulter les réseaux sociaux pour la ref. Merci beaucoup, Flore. Quel plaisir d'avoir passé cette année 2025 avec vous. Et en 2026, on va beaucoup bosser. Salut Sylvain, rebonjour. Bonjour. Spécialiste espace de France 24. Alors vous avez triché, clairement, parce que 2026, c'est votre année, Sylvain. Sur les bonnes nouvelles, on est pas mal. Préparez-vous, amis téléspectateurs. Vous allez beaucoup voir Sylvain début 2026, parce qu'en fait, ça va commencer très vite. Ça va commencer très vite, oui. Il y a 2 rendez-vous, quasiment un peu de vitamine C au mois de février, parce que ça va commencer, tout va quasiment se passer au mois de février. Et d'abord, l'homme qui va retourner, non pas sûr, mais vers la Lune. Oui, absolument, vers la Lune. Pas encore sûr, c'est la mission Artemis 2. Donc, on avait vu la première, où la capsule Orion était partie à vide autour de la Lune. Cette fois, elle part habiter. 4 astronautes seront du voyage, et c'est aussi une mission très symbolique. Il y aura bien sûr Reid Wiseman qui sera le commandant de la mission, Victor Glover, le pilote, qui sera le premier Afro-Américain à aller aussi loin dans l'espace, Christina Koch, spécialiste de mission, qui sera la première femme à s'approcher de la Lune, et enfin Jeremy Hansen, lui aussi spécialiste de mission, qui lui sera le premier Canadien à aller vers la Lune. C'est la première fois depuis plus de 50 ans qu'on retourne vers la Lune, puisque les dernières c'était les missions Apollo qui là se posaient sur la Lune, c'était Apollo 17, et donc là, les humains se contenteront d'orbiter autour de la Lune. C'est un prélude, c'est un peu comme ce qui s'était passé dans les années 60 avec la mission Apollo 10, où on était d'abord allé faire le tour de la Lune avant Apollo 11, où Neil Armstrong avait pu poser le pied sur la Lune. C'est donc une mission de 10 jours. L'objectif, ce sera de confirmer que le lanceur et la capsule fonctionnent bien, les tester en conditions réelles, les pousser également dans leur retranchement. Alors quand je dis pousser dans les retranchements, ils vont évidemment pas faire un trou dedans pour voir ce qui se passe, mais ils vont évidemment simuler certaines péripéties qui pourraient leur arriver. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va suivre évidemment toutes ces images et ces aventures en direct, comme d'ailleurs l'ont fait à l'époque, et c'était extraordinaire, les générations au-dessus de nous. Apollo 10, 2 mois plus tard, Apollo 11, et l'homme bien sûr qui posait le pied sur la Lune. Ceux qui l'ont vécu en direct à la télévision à l'époque en parlent encore. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la suite de ce programme Artemis ? Alors on va casser le suspense tout de suite. Artemis 3, où l'homme est censé retourner sur la Lune, les Américains sont censés retourner sur la Lune, ça ne sera pas 2 mois après Artemis 2 et même pas 2 ans après Artemis 2, ça va être beaucoup. On ne casse pas l'ambiance, Sylvain, aujourd'hui. Ça reste une bonne nouvelle, on retourne vers la Lune, c'est quand même pas mal.
Mais il faut C'est être quand même patient, pas c'est mal. ça Mais que vous voilà, nous dites. il va falloir être patient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie nécessité d'accélérer la cadence côté américain, et c'est pour ça aussi que le décollage d'Artemis 2 a été avancé de quelques mois. Il était initialement prévu beaucoup plus tard, au printemps, si ce n'est à l'été. Aujourd'hui, les Américains sont dans une situation où la majorité des experts, y compris d'anciens administrateurs de la NASA, affirment qu'il est impossible pour les États-Unis de renvoyer un Américain sur la Lune avant la Chine. On sait que l'agenda chinois prévoit de se poser sur la Lune en 2030. Ça sera peut-être même un petit peu plus tôt. On se dit que les Chinois pourront peut-être réussir cet exploit-là dès 2029. Alors, il y a quand même quelques frémissements du côté de la NASA. Jared Isaacman, le nouvel administrateur qui a été confirmé cette nuit par le Congrès, lors de son audition, il a déclaré que les États-Unis retourneront sur la Lune avant le grand rival, donc la Chine, et nous y établirons une présence durable. Voilà, ce sont les mots du nouvel administrateur de la NASA devant le Congrès. Il a aussi dit « Ce n'est pas le moment d'attendre, mais d'agir, parce que si nous passons derrière, si nous faisons une erreur, nous pourrions ne jamais rattraper notre retard et les conséquences seront un changement profond dans l'équilibre des puissances ici sur Terre. » Donc, c'est un petit peu exagéré, évidemment, mais la mise en garde est claire. Ce qui se passe là-haut résonne évidemment en bas, donc sur la Terre. Le problème, c'est que pour que les États-Unis aillent sur la Lune, il faut que le Starship soit prêt. Et ça, ce sont les autres décollages que l'on va suivre, et même avant février, puisque le prochain vol du Starship de SpaceX, la fusée géante de SpaceX, est prévu dès le début de l'année. Ça sera le 12e vol. On attend également le 13e dans la foulée, et on attend beaucoup de ces deux tentatives, dont une mise en orbite du vaisseau. Et c'est à ce moment-là qu'on saura vraiment si les États-Unis ont encore une chance d'être non seulement les premiers, mais aussi les deuxièmes à poser le pied sur la Lune. 2026, Sylvain, ce sera votre année, beaucoup de boulot et une très belle année pour une Française, Sophie Adno. Et oui, si on suit l'enchaînement, donc le 5 février, Artemis 2 décolle, il reste 10 jours, ils redescendent autour du 14-15. Le 15 février, Sophie Adno, la nouvelle astronaute française, décolle pour son séjour dans la station spatiale. Donc voilà, je vous le disais, décollage prévu le 15 février. La mission va durer 8 mois, elle sera un peu plus longue que celle de son prédécesseur Thomas Pesquet. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les budgets de la NASA sont réduits. Il n'y a quand même pas que des bonnes nouvelles non plus, il ne faut pas exagérer. Mais les budgets étant réduits, les vols des astronautes sont un petit peu plus longs, ce qui permet d'en envoyer un petit peu moins et donc d'économiser un petit peu d'argent. Donc Sophie Adno sera la deuxième Française dans l'espace, après Claudie Aigneret. Son premier vol, c'était en 1996 dans la station Mir, puis en 2001 dans la station spatiale. Et Sophie Adno sera en revanche la première Française à s'envoler grâce à SpaceX, après Thomas Pesquet, mais ce sera la première française. Sa mission s'appelle Epsilon, symbole de l'infiniment petit, en hommage à toutes ces petites contributions qui rendent possible les plus grands accomplissements. Une façon aussi de témoigner son affection à ses 4 copains de promotion qui l'ont beaucoup aidé. Elle a toujours dit que ses moments préférés lors de l'entraînement, c'était justement lorsqu'il fallait travailler en équipe. Donc la compétition sur la Lune, on l'a dit, entre les États-Unis et la Chine, elle va aussi avoir lieu en France. Sophie Adno, Thomas Pesquet, il n'y en aura qu'un qui sera le premier sur la Lune. À voir lequel va gagner. Peut-être même que celui qui ira sur la Lune sera le premier Européen sur la Lune. On sait que le premier Européen à embarquer dans les missions Artemis, ça sera à bord d'Artemis 4, ça sera un Allemand. Ça a été confirmé par l'Agence spatiale européenne. Mais il ne devrait pas poser le pied sur la Lune. Et pour la petite histoire, 8 mois après la Française, donc on sera toujours en 2026, eh bien, c'est notre voisin belge, Raphaël Liégeois, qui deviendra le 3e Belge dans l'espace. Et c'est très important en Belgique, le premier Wallon. Et l'histoire ne dit pas s'il y boira du café liégeois, si elle est bien. Envie Benoît Perrochet, salut Sans Benoît, Benoît pour Perrochet. les sports. Non mais d'un mot, Flore, envie de changer de rubrique en 2026, c'est vrai que le spatial... Ouais, ça fait voyager. Loin. On peut changer de place. Un peu plus voyager que le palais Bourbon. Merci Là, beaucoup. exactement, des considérations. Merci ici. Sylvain. Et moi j'ai hâte de ces émissions, Sylvain. J'ai hâte de ces émissions qu'on va faire ensemble l'année prochaine et vivre ces moments dans l'espace. Benoît Perrochet. Bonjour Pauline, bonjour tout le monde. À propos de grands accomplissements, l'année 2026 va être une belle année. Dites-nous tout. Ça commence ce week-end évidemment avec la CAN. Alors oui, c'est vrai, on est encore en 2025. On avait dit 2026. Oui, mais ça va se terminer le 18 janvier. Voilà, aussi. finale à Rabat, l'Afrique qui va vivre à l'heure marocaine pendant un mois. 35e édition de la CAN. Le match d'ouverture à Rabat ce week-end, ce sera entre le Maroc et les Comores, les Lions de l'Atlas qui sont entre confiance et fébrilité. Eux qui jouent gros. Cette CAN, c'est un véritable test grandeur nature avant la Coupe du Monde qu'ils co-organiseront avec l'Espagne et le Portugal
Portugal en 2030, deuxième Coupe du Monde sur le continent africain après celle organisée seule par l'Afrique du Sud en 2010. En termes d'organisation, de logistique, cette compétition, elle va aussi servir à valider tout ce qui a été mis en œuvre depuis des années au Maroc, des stades flambant neufs ou qui ont été rénovés pour accueillir la plus prestigieuse des compétitions africaines. Le Maroc qui a un statut à défendre, c'est la première équipe africaine au classement FIFA, ils sont 11e. C'est également la première équipe africaine à s'être hissée dans le dernier carré d'une Coupe du Monde, c'était au Qatar en 2022. Que ce soit chez les seniors, que ce soit chez les jeunes ou chez les femmes, le football marocain qui est au sommet de son art ces dernières années. Ah oui, les Lions 2020, les Lions de l'Atlas, oui, parce qu'il y a plusieurs Lions. Oh là là, je ne pars pas sur une pente glissante. Non, je ne mélange rien. Ils ont intérêt à ce que 2026 soit leur année, surtout à domicile. Oui, parce qu'on sait que parfois pour le pays hôte, eh bien c'est compliqué ce statut de favori à endosser. Parlez-en aux Ivoiriens qui accueillaient la CAN il y a 2 ans au bord de l'élimination dès la phase de groupe. Ils avaient même changé de sélectionneur en cours de compétition et pourtant, eh bien les Ivoiriens étaient allés au bout. Un sacre continental en forme de miracle pour les Ivoiriens qui défendront donc leur couronne au Maroc. Il y aura également le Sénégal qui rêve d'une 2e étoile, le Sénégal de Sadio Mané, les Lions de la Teranga, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, autant d'équipes qui tenteront de gâcher la fête marocaine. Et tout ça, ce sera évidemment à suivre sur les antennes de France 24, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis après la CAN, on change d'ambiance, on change de météo. Les Jeux d'hiver en Italie, Benoît. Oui, à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites italiennes. Ça, c'est du 6 au 22 février. Des stars attendues. Lindsey Vonn, qui a remporté la descente de Saint-Moritz ce week-end. Elle a 41 ans. Elle qui. Est-ce que c'est pas le meilleur âge du monde, 41 ans? Peut-être. C'est le vôtre? Mais presque. 41 ans, Lindsey Vonn, l'américaine, qui marche et qui skie désormais avec une prothèse en titane au genou. Elle pourrait participer à ses 5e Jeux, 24 ans après ses premiers. Elle avait été médaillée d'or en descente en 2010 à Vancouver. Il y aura également Mikaela Shiffrin dans cette délégation américaine, quintuple vainqueur du Gros Globe de cristal, détentrice du record de 101 victoire en Coupe du Monde et elle tentera de prendre sa revanche sur des Jeux de 2022 où elle était passée un petit peu à côté, aucun podium en 6 courses et 3 sorties de piste. Et puis la délégation française, 165 athlètes devraient faire le voyage du côté de Cortina d'Ampezzo. Les Français qui accueilleront, rappelez-vous, les Jeux d'hiver en 2030. C'est évidemment un test et également sportif pour cette délégation tricolore. Les Jeux, vous le savez, c'est une tradition antique et le clin d'œil de l'histoire, c'est que des milliers d'empreintes de dinosaures ont été découvertes dans le parc du Stelvio. C'est à proximité du site qui accueillera le ski alpin masculin et le ski et les épreuves féminines, l'un des sites les plus riches au monde pour la période du Trias, moins 250 à moins 200 millions d'années. Fun fact, mais fun fact à placer au repas du réveillon, le sachais-tu, voilà, les Jeux se passent à côté du fameux parc du Stelvio et de ces traces de dinosaures. Le grand rendez-vous de l'année, bien sûr, Benoît, ce sera la Coupe du Monde, à cheval sur 3 pays, Canada, Mexique et les États-Unis de Trump. On ne pouvait pas ne pas en parler de cette Coupe du Monde. La première à 48 équipes, cet élargissement voulu, décidé par le président de la FIFA, un élargissement qui profite à un continent en particulier. L'Afrique qui passe de 5 à 9, voire 10 représentants, puisque la RDC a une place de barragiste dans les barrages intercontinentaux en mars prochain. Donc un mondial à l'heure et à la mode américaine, 5 semaines de compétition, un tour en plus à l'issue de la phase de groupe avec les 16e de finale, des pauses fraîcheurs en milieu de chaque mi-temps pour préserver les joueurs, dit-on, mais lors des matchs en soirée, dans des températures clémentes, on peut en douter, ne soyons pas naïfs. L'objectif, c'est surtout de profiter de ces pauses pour passer des spots publicitaires, plus de revenus pour les diffuseurs qui paient leurs droits toujours plus cher. Le grand vainqueur dans cette histoire, il y en a 2 en fait, la FIFA et Donald Trump, avec Gianni Infantino, président de la FIFA, toujours prêt à lui dérouler le tapis rouge. La preuve, ce prix de la paix décerné et créé spécialement pour lui, qui lui avait été remis début décembre lors du tirage au sort, mais cette Coupe du Monde, ce sera aussi l'occasion pour nous, sans doute de faire nos adieux à 2 icônes, 2 légendes, Messi et Ronaldo. Messi qui disputera cette Coupe du Monde avec l'Argentine, il sera le tenant du titre. Ronaldo, 6 Coupes du Monde chacun. Ronaldo, on ne sait pas, peut-être qu'il aura peut-être une petite envie de participer à la Coupe du Monde en 2030, puisque le Portugal co-organisera cette Coupe du Monde. Et puis les Bleus ?
Non, le Portugal. Non, les Bleus, oui, les les quoi Bleus. J'ai bien compris qui en parle. Non, mais quid des Bleus, je devance. On a été gâtés ces dernières années en plus en France. Allez, les Bleus justement qui débuteront eux cette Coupe du Monde face au Sénégal. France-Sénégal, sans doute l'un des plus beaux souvenirs des Lions de la Teranga en Coupe du Monde 2002. Ils s'imposaient face aux Bleus, alors champion du monde. Le Sénégal qui se hissait en quart de finale cette année-là. L'équipe de France était éliminée dès la phase de groupe. Ne convoquons pas ces mauvais souvenirs alors que l'équipe ne les de France, convoquons pas, Benoît. tournera la page Deschamps à l'issue de la compétition. Deschamps, 175 matchs à la tête des Bleus. Une Coupe du Monde en 2018. Une finale en 2022, une finale à l'Euro en 2016. Deschamps qui laissera sa place, peut-on encore en douter? Même si la fédération veut maintenir ce secret de Polichinelle, il laissera sa place sans doute à Zizou. Est-ce que 2026 sera l'année Zizou? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ah, mais moi, je ne me permettrai pas de commenter. On n'a pas envie que son image soit écornée. Mais voilà, on a tous envie aussi de le voir avec les Bleus. Ah, en tout cas, Deschamps... Ce sera sans doute après la Coupe du Monde, ce sera officialisé après la Coupe du Monde. Il partira s'il part avec un beau palmarès. Benoît, une grande joie de vous retrouver aussi en 2026 avec toujours cette teinte de mépris quand je me lance sur des choses dont vous avez peur que je dise des bêtises. Merci beaucoup, Benoît. Samy Vicente Lacerda. Bonjour Samy. Pauline. Vous êtes beaucoup de choses pour cette équipe et notamment derrière la programmation de Parlons-en. J'en profite ici pour vous remercier pour votre travail incroyable. Et aujourd'hui, vous nous parlez musique ici et d'ailleurs et de cinéma. Benoît, à l'instant, parlait de l'imminence des Jeux d'hiver 2000 ans. Vous vouliez nous replonger, Samy, quelques instants dans l'effervescence. On s'en lasse pas 2 ans plus tard des Jeux de Paris 2024. Inaugurés, évidemment, on s'en souvient par Céline Dion, Lady Gaga ou Aya Nakamura, qu'il faut bientôt s'attendre à revoir sur scène. 2026 sera l'année Aya ? Tout à fait, je le pense, je le souhaite aussi, et c'est ce qui me réjouit pour l'année à venir. Celle qui a fait du monde sa scène le temps d'une performance lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 se produira en mai prochain, non pas à 1 reprise ni à 2, mais bien à 3 reprises sur la scène du Stade de France, soit quelques mois après la sortie de son dernier album Destiné, qu'elle a dévoilé le 21 novembre dernier. Et si je peux me permettre, on peut se faire un extrait de son morceau No Stress. C'est parti. No stress, no stress, en détente, tu m'appelles, bébé, no stress, no stress, même dans mes rêves, ta voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de l'affection, donne-moi tout, donne-moi affection, je veux que tu m'aimes à la perfection. Voilà, Aya Nakamura au Stade de France et effectivement, Benoît, ce sera Mariah Carey, autre ambiance, autre génération pour l'ouverture des Jeux de Milan. C'est historique ce Stade de France pour oui, 3 Stades de France 3 Stades de France d'affilée, j'insiste sur le d'affilée, c'est ça qui l'est vraiment. Les 240 000 billets qui ont été mis en vente pour ces concerts ont été écoulés en un éclair et elle s'apprête à rejoindre le cercle très fermé des artistes, du peu d'artistes pouvant se targuer d'avoir rempli l'enceinte mythique de la scène de Saint-Denis. Un cercle qui s'élargit quand même ? Il a tendance à s'élargir et c'est sur ça que je voulais revenir. Je trouve ça particulièrement réjouissant, c'est le mot du jour. Comme le disait la chef d'orchestre Zaya Ziwani, la musique rassemble les peuples et depuis quelques années maintenant, les plus mélomanes des peuples justement se rassemblent de plus en plus régulièrement au Stade de France, dans les gradins du Stade de France, à l'occasion d'événements musicaux majeurs. Et 2026 constituera un record pour l'enceinte de Saint-Denis, puisque pas moins de 18 shows sont prévus, c'est ce record. Ce qui témoigne donc de cet accroissement, de cet intérêt, de cette demande pour les concerts dans ce genre d'endroit à très grande jauge. Et je rappelle juste à titre historique que le Stade de France, il a donc été inauguré pour les besoins de la Coupe du Monde 98, si je ne me trompe pas, Benoît. Oui, tout à fait. Et il ne s'est pas contenté donc d'accueillir uniquement des compétitions sportives et s'est rapidement mué en cette arène géante qui accueille des concerts. Le magazine Numéro écrivait donc c'est un sanctuaire des shows colossaux et je ne pense qu'il n'a pas tort. Je peux nommer Beyoncé, Madonna, AC/DC ou encore Ed Sheeran qui figurent parmi les têtes d'affiche qui ont rempli le Stade de France plusieurs fois. Une poignée de Français parmi eux, dont l'icône du rock tricolore Johnny Hallyday qui ici est produit pas moins de 9 fois, Mylène Farmer à 5 reprises ou encore Kassav pour leurs 30 ans de carrière en 2009. Mais l'année 2026, et j'y reviens,
revient, elle est sur le point de prouver un peu plus que le Stade de France, il n'est pas seulement l'apanage de ses super productions anglophones, puisque pas moins de 4 artistes français y performeront l'année prochaine. C'est Jul, le rappeur marseillais, qui ouvrira le bal. L'artiste, donc aux 1000 morceaux, s'y est déjà produit en avril dernier à guichet fermé, et il réitérera à 2 reprises en 2026. Il détient d'ailleurs le record d'affluence au Stade de France, avec près de 98 000 spectateurs qui chantaient à tue-tête Sous la lune, La Faille ou J'oublie tout. Je ne sais pas si ça vous parle. On a la ref. Ah là là, c'est difficile. Problème arrogant, problème de génération. Certainement. Il faut faire téléphone comme ça pour comprendre, Pauline. Pardon. L'artiste le plus streamé en France laissera donc ensuite la place à Yana Nakamura, dont je vous parlais tout à l'heure, qui laissera elle-même ensuite la place au DJ David Guetta. Et ce sera ensuite début septembre 2026 au tour du rappeur PLK de s'aventurer sur la scène de Saint-Denis. Et à 29 ans seulement, il sera l'une des plus jeunes têtes d'affiche assiette produites. Et un autre fait notable auquel je tiens, le chanteur Fally Ipupa, qui est un monument de la musique congolaise, vient de vendre ses 2 Stades de France d'affilée, ce qui est une première pour un artiste africain. Et si vous souhaitez le découvrir, je vous recommande vivement d'écouter Alliance, Afsana ou Inama. On l'a pas ? On l'a pas. On l'aura peut-être en 2026. Musique africaine à l'honneur au Stade de France, mais aussi à Hollywood. C'est tout à fait juste, puisqu'au Panthéon des artistes contemporains africains, on trouve hissée assez haut la sublime Angélique Kidjo, qui figure parmi la trentaine d'artistes choisis par la Chambre de commerce de Hollywood pour avoir son étoile sur la plus illustre des promenades californiennes, le Hollywood Walk of Fame. La chanteuse béninoise lauréate de 5 Grammy Awards deviendra ainsi la première chanteuse africaine à y avoir son étoile. Voilà. Et elle disait à nos confrères de l'AFP, je suis certes la première chanteuse africaine à avoir une étoile, mais je suis persuadée que je ne serai pas la dernière. Il y aura 2 étoiles françaises aussi ? 2 étoiles françaises, Marion Cotillard, l'inoubliable Édith Piaf dans La Môme, et un franco-américain, la nuance est importante, Timothée Chalamet. Est-ce qu'il ne serait pas plus américain que français ? Mais on aime bien dire qu'il est français. Timothée Chalamet, qui rejoindront ainsi les Frères Lumière. Jean Renoir, Michel Morgan ou encore Sarah Bernard. Sarah Bernard. Et c'est ainsi que s'achève ce rendez-vous. Défi réussi, défi relevé. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. À titre personnel, l'une des bonnes nouvelles de 2026, c'est de continuer à travailler et avec vous et dans cette très belle rédaction qui est la rédaction de France 24. Une quarantaine de nationalités qui travaillent ensemble tous les jours pour continuer à vous faire tenter de vous faire comprendre le monde et qui travaillent, je le crois, dans une ambiance assez rare, dans une belle ambiance assez rare dans ce milieu médiatique. Merci encore. Là, je sens que je pars sur une pente glissante, donc je vais m'arrêter là. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.